Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec toujours un grand plaisir de vous retrouver sur la 98.7 Océan FM et sur le bouquet canal Horizon 847 dans l'émission Océan Politique tous les dimanches à partir de 13h. Nous recevons Oumou Ba avec son énergie communicative et son parcours inspirant. Elle a su s'imposer comme une figure incontournable dans son domaine. Merci d'être avec nous, Oumou. Bienvenue dans l'émission Océan Politique. Merci beaucoup. Je salue vos auditeurs, je salue les Sénégalais et les Sénégalaises, je salue tout le monde. Aussi le parti politique, la République des valeurs que je représente au niveau de Guédiawaye, de mon département. Je suis la coordonnatrice. Donc je suis très content aujourd'hui d'être ici. Comme le nom l'indique, Océan FM. Inch'Allah, nous allons nager dans l'océan, Inch'Allah. Ok. On passe automatiquement à la présentation de l'invité qui est Oumou Ba. Notre invité du jour est une brave dame dont le parcours force l'admiration. Oumou Ba est la coordonnatrice de la République des valeurs, section Guédiawaye. Vous confirmez cette brève présentation, Madame Ba? Tout à fait. Je suis dans la République des valeurs, membre fondatrice. Du coup, à force de l'épreuve, maintenant je suis la coordonnatrice du département. Voilà, j'étais à la tête de la liste en même temps lors des élections législatives. Voilà. Si vous avez d'autres éléments d'information sur votre profil pour permettre à nos chers auditeurs de mieux vous découvrir, allez-y. Tout à fait. Donc, je suis dans l'éducation, mais pas en tant que croyant, mais je suis promotrice dans l'éducation. Ça veut dire que j'investis là-dessus parce que je crois à l'éducation. Comme le dit l'adage, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Donc, nous misons sur ça, surtout sur la petite enfance, qui est très important. Aussi, je suis dans le développement avec les banques mobiles là. Je travaille beaucoup avec les dames, les femmes, pour leur autonomisation financière. Je suis pour tout ce qui est développement. Et voilà, depuis que je suis née, j'ai trouvé que dans ma maison, c'est un dara dans ma maison. On apprend le Coran, on aide tout le monde. Ça veut dire quand on est de la banlieue, on n'attend pas pour avoir 1 million pour aider. Même avec 1000 francs, tu peux partager. Chacun 100 francs, chacun 200. Maintenant, j'ai eu cet amour-là depuis bas âge. Donc, j'ai l'habitude de partager tout ce que j'ai. Du coup, ça m'a permis vraiment d'implanter avec des organisations comme Plan International cette mise en place d'une banque automobile qui permet aux dames d'épargner et en même temps de faire le crédit comme ils avaient l'habitude de le faire avec d'autres banques. Mais à la fin, la dette s'alourdit et la banque là envoie ses agents qui viennent à la maison pour prendre leur lit en guise de caution, de garant, je veux dire. Maintenant, nous avons pensé avec quelques ONG comme Plan qui a voulu que, au lieu que les dames aillent dans les banques là en train de faire des dettes et puis d'être un tout petit peu humiliés chez eux, maintenant on va leur faire un système de banque qui va leur permettre non seulement d'épargner mais d'avoir le crédit et puis les intérêts aussi vont revenir chez eux, d'où ce qu'on appelle les calebasses, les lequettes. Je fais partie des initiatrices de cela. Donc voilà, en gros ce que je peux dire. Okay. Voilà. Un profil très riche et très intéressant. Peut-être on reviendra sur ça. Alors, vous êtes la coordonnatrice de la République des valeurs à Guédiawaye. Pouvez-vous nous parler des fondements de la République des valeurs Réum Ngor? Tout à fait. Et je suis très fière d'en parler, vu que les valeurs qu'on m'a inculquées depuis que j'étais petite, nous avions l'habitude que nos mamans, déjà, à la maison, ils nous donnaient une bonne éducation. Le papa aussi, la même chose. Dehors aussi, il y avait cet œil-là qui nous donnait l'éducation, cet œil qui nous voyait et qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Donc, j'ai toujours été amoureuse des valeurs, du respect, ainsi de suite. Donc, en m'engageant dans le politique, j'ai regardé, il y avait beaucoup de profils
qui s'offrait à moi. Mais quand j'ai vu République des valeurs, tout de suite, ça m'a tapé dans l'œil. Et puis, j'ai voulu en savoir plus sur le profil du leader. Je suis allée faire des recherches sur lui et que j'ai trouvé... première chose qui m'a fait adhérer dans le parti, c'est qu'une personne qui a son salaire de 15 millions, qui le diminue à 5 millions, je n'ai jamais vu ça. Si c'était moi, je vais garder mon argent avec mes parents, je vais essayer d'investir. C'était qui dit le président Thierno Alassane Sall, et qui dit qu'il le diminue avec les faveurs tout confondues à 5 millions. Il est parti voir le président Macky Sall, qu'il a signé un arrêté où tous les PCA vont recevoir 5 millions. Je dis, attends, voilà un profil vraiment qui m'intéresse. Maintenant, j'ai approfondi les recherches et partout j'ai été séduite. D'où mon engagement au niveau de la République des valeurs de Réewum Ngor du président Thierno Alassane Sall. Ça veut dire, moi, je ne suis pas politicienne, je suis plus dans le développement. Donc, quand je vois ce profil-là, voilà ce qui m'a fait adhérer. Et puis, depuis lors, je suis dans le parti. Depuis sa fondation, je suis dans le parti et voilà. D'ailleurs, la société a besoin de ces exemples-là. On n'a plus besoin des politiciens qui viennent simplement pour leur propre intérêt, n'est-ce pas, madame? Tout à fait, tout à fait. Vu que lui aussi, c'est quelqu'un qui est amoureux de ce cher pays-là, voilà, qui a mis des jalons, qui a mis des faits vraiment palpables, que tout le monde peut toucher avec le doigt. Ça veut dire, non seulement il a diminué son salaire, mais il s'est battu aussi quand il était à Asegna pour que Farba Senghor à ces temps-là qu'il ne privatise pas Asegna. Et puis à sa sortie, Maître Abdoulaye Wade l'a fait exiler à Comores, d'où quand il sortait de l'Asegna, les dames avaient mis leurs pagnes, symbole de respect et de considération durant le mandat qu'il était. Pourquoi il a été exilé aux îles Comores? Parce qu'il ne voulait pas la privatisation de l'Asegna. C'est quelqu'un qui gênait donc? Qui gênait vraiment. Là où il passe, il était comme ça. Donc vraiment, en cherchant bien sur l'homme, vraiment, on parvient vraiment à tomber amoureux de son parcours. Donc c'est quelqu'un, à le voir, c'est quelqu'un qui défend ses idées d'intégrité, d'où le nom Réewum Ngor signifie en français l'intégrité. Alors, est-ce que cela veut dire que vous voulez dire que les dirigeants politiques sénégalais renouent avec les valeurs morales et éthiques qui caractérisent notre société? Tout à fait. Parce que souvent, on dit faire la politique, c'est un peu difficile au Sénégal. Mais avec le président Thierno, moi, je suis qu'on peut faire pour la politique sans pour autant vendre son âme au diable. Ça veut dire, quand il était avec Macky Sall, durant les contrats pétroliers, vous avez vu aussi qu'il a refusé de signer parce que ça n'était pas dans l'intérêt du Sénégal. Il pouvait signer, il pouvait recevoir des pots de vin, il pouvait recevoir beaucoup d'argent en signant ces contrats, mais toujours il a préféré le pays. D'ailleurs, on reviendra sur ces contrats-là. Tout à fait. Toujours sur la question de l'intégrité. Alors, des grands hommes, des grandes dames qui ont écrit les plus belles pages de l'histoire religieuse, politique, intellectuelle du Sénégal. Vous faites référence à qui ou bien à qui parmi ces hommes dignes que je viens tout juste d'énumérer? Tout à fait. Je dirais que, en tout cas, moi, ce qui m'a surtout séduit dans son parcours, c'est que partout il a été un homme intègre, partout dans son parcours, devant l'argent, devant tout, il a choisi le Sénégal. Ça veut dire le Sénégal de nos ancêtres, le Sénégal de la Dior Diop, le Sénégal de Thierno Souleymane Baal qui a écrit en 1776 la révolution des Torodo. Voilà, donc voilà. Donc quand on regarde le profil de Thierno Alassane Sall, c'est quelqu'un vraiment qui aime ce Sénégal-là et qui aime aussi faire de lui-même, de ses propres preuves. Et puis il pouvait entrer dans des coalitions, mais il ne l'a pas fait, hélas. D'où son nom, l'opposant dans l'opposition. À chaque fois qu'il voit que la République est à terre,
vous verrez le président Thierno Alassane Sall. À chaque fois que vous verrez les droits de l'homme, les droits de la presse réduits en néant, vous verrez le président Thierno Alassane Sall. Il était incompris des Sénégalais, mais maintenant les Sénégalais commencent à le découvrir. Maintenant que les opposants sont sous les tables, lui seul vous le verrez en train de poser, mais de manière civilisée, de manière responsable, de manière légitime. Okay. Voilà. 28 octobre 2017, une date fatidique. Cette date vous rappelle quoi, madame? Ça nous rappelle la création de la République des valeurs avec le président Thierno Alassane Sall qui a démissionné du gouvernement de Macky. Pourtant, il était membre fondateur là-bas. Quand il était là-bas, il a fait les programmes comme la patrie avant le parti. Le Sénégal, mettre le Sénégal dans tout ce qu'on fait devant nos intérêts. Le Sénégal devant ce qu'on fait. Le Sénégal devant nos dires. Donc c'est lui qui a amené tous ces changements-là. Mais maintenant, il est arrivé à un moment où lui, avec Macky, vraiment, avec les contrats pétroliers, ils n'étaient pas d'accord sur beaucoup de points. Donc, comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. Qui peut dire devant le président, droit dans les yeux, je ne signerai pas. Je pense que cette personne-là peut tout simplement écrire une lettre de démission et puis démissionner. Donc, les Sénégalais n'ont pas culture de démission. Hein. Quand ils sont dans une instance, vraiment, ils sont là jusqu'à ce qu'on les renvoie. Ça veut dire leur dignité, leur intégrité face au travail qu'on leur donne. Si ça ne répond pas à leur dignité, ils devraient vraiment démissionner. Donc, ayons la culture de démission. Voilà. Okay. Ça montre que vous êtes membre fondateur de la République des valeurs parce que vous avez très bien répondu à cette question. 28 octobre 2017, c'était le lancement de la République des valeurs par Thierno Alassane Sall. Absolument. Toujours, on reste sur cet homme-là, ce grand leader, Thierno Alassane Sall, a démissionné du gouvernement de Macky Sall en 2017. À la suite de profondes divergences, mais particulièrement après avoir refusé, en tant que ministre de l'énergie du Sénégal, de signer un contrat d'exploitation de pétrole et de gaz avec le géant français Total, contrat qu'il jugeait contraire aux intérêts du Sénégal. N'est-ce pas là un acte républicain que tous les Sénégalais appréciez bien à l'époque? Vous en dites quoi, madame? Vraiment, c'est un acte courageux de dire que avec tous les privilèges que je peux avoir en signant ces contrats, avec tout cet argent que je peux gagner, il pouvait être millionnaire, voire milliardaire en signant ces contrats. Mais il a mis, c'est ce que j'ai dit plus tôt, l'intérêt du Sénégal devant sa personne. Et c'est ça que ça devrait se passer, c'est comme ça. On devrait mettre l'intérêt du Sénégal devant nos personnes, devant nos faits et devant nos dires. C'est ce qu'il a réussi à faire en refusant de signer le contrat pétrolier qui nous liait avec le grand Total. Exemple, la bouteille d'eau là, je la vends à 500 francs. Vous voulez l'acheter à 400 francs. Total vient nous dire, je l'achète à 25 francs. On refuse tout simplement. Tout à fait. Hein? Parce qu'il n'y a pas d'amis entre les États. Il y a seulement des intérêts. Et ici, le président Thierno Alassane Sall devait vraiment mettre en avant l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Et puis, vos gens ont fait. Parce qu'en ce moment, on ne voit que des paroles, des dires en l'air. Si maintenant les Sénégalais préfèrent croire des dires et laisser les faire, ça n'engage que. Maintenant, je les invite à mieux découvrir cette personnage-là qui est le président Thierno Alassane Sall. Je les invite à le découvrir en allant dans le net, en tapant son nom et en revoyant son parcours. Je pense que les Sénégalais y gagneraient meilleure cause. S'ils connaissaient bien le président Thierno Alassane Sall, c'est eux-mêmes qui allaient chez lui dire « Venez nous diriger », vraiment. En tout cas, actuellement, il incarne la tête de l'opposition sénégalaise. Si on voit la réalité actuelle de quelqu'un qui tape sur la table pour au moins mettre une pression avec le nouveau régime dirigé par le duo Diomaye et Sonko.
Vraiment, c'est lui, en ce moment, il est le chef de l'opposition, qu'on le veuille ou pas. Voilà, il faut appeler un chat, par son nom, je veux dire. Du coup, quand on voit Pas moment, numériquement, voilà. Mathématiquement, il n'est pas le chef de l'opposition, mais avec le contexte actuel, tout à fait. Il est l'homme le plus en vue. Tout à fait. Parce que quand c'est le numérique, c'est Amadou Ba qui était deuxième après Pastef. Mais comme lui, il ne prend pas ses responsabilités en deux mains et ses courages, et que le président Thierno Alassane Sall parvient à le faire, donc en voyant la lecture politique, on sait bien c'est lui qui s'est engagé à défendre les Sénégalais et leurs intérêts, que ce soit devant l'hémicycle, que ce soit sur son compte Twitter, sur son compte Facebook, partout on voit qu'il est en train vraiment de poser des questions légitimes, d'aider les Sénégalais, de venir sur nos urgences. Ce qu'il est en train de dire tout le temps à ce régime-là, c'est de laisser les dire derrière et de venir sur nos urgences. Parce que quoi qu'on puisse dire, le Sénégal, tout le monde sait que maintenant les temps sont durs, la flambée des prix, vraiment les Sénégalais maintenant sont fatigués, ils peinent même à joindre les deux bouts. Maintenant, si on voit un homme comme le président Thierno Alassane Sall qui a écrit vraiment des lettres ouvertes, que ce soit au ministre du budget, que ce soit au ministre de l'économie, voilà, au ministre des finances, comme il a écrit aussi une lettre ouverte concernant le prix du pétrole, qui est à 990 francs au Sénégal, pays pétrolier, contrairement aux autres pays, Mali et extra, la sous-région. On reviendra sur ce voilà. Sujet-là. Voilà. Alors, on revient un peu en arrière. Il était candidature à l'élection présidentielle de 2019. Thierno Alassane Sall déclare sa candidature, mais si vous vous rappelez, le Conseil constitutionnel ne validait pas une partie des parrainages qu'il soumettait, n'est-ce pas? Tout à fait. Il n'a pas pu participer au premier tour de l'élection présidentielle malgré le dépôt de son dossier de parrainage. Vous avez passé des moments antidémocratiques avec le régime Macky Sall. Bien sûr, qu'il ne voulait pas vraiment, avec les parrainages, comme vous dites, on avait vraiment, c'est sûr que c'est des parrainages, hein, on a donné des parrainages, on a passé des nuits entières, des nuits blanches au siège en train de collecter, et je pense que la République des valeurs était mieux placée que certains qui sont passés pendant les élections législatives, pendant les élections présidentielles, excusez-moi, autant pour moi. Donc, s'il y a ce blocage-là, donc c'était sûrement, voilà quoi, le président peut-être Macky ne voulait pas qu'on passe, mais c'était sûr qu'on avait les bons parrains, voilà. Okay. Donc, vous confirmez parmi ceux qui disent que le président Macky Sall choisissait ses propres candidats, ses propres adversaires. Bien sûr. Bien sûr. À cette époque-là, c'est ce que nous pensions, vu qu'il y avait une sélection qu'il faisait. Vraiment, souvent, on vient avec la clé, la version physique de nos parrains. Il est là-bas et on te dit que ces parrains ne sont pas valides. Et c'était sur aucune base, au fait, fiable qu'il te donnait pour te dire voilà tel point qu'il font que ces parrainages ne sont pas valides. Donc on vous dit tout simplement que ces parrainages ne sont pas valides sans pour autant vous donner le gain de cause, quoi. Voilà. Alors je rappelle à ceux qui nous suivent que dans un arrêt du 28 avril 2021, la Cour de justice de la CEDEAO jugeait que le système de parrainage adopté par la présidentielle de 2019 au Sénégal viole le droit de libre participation aux élections. La Cour avait demandé à l'État du Sénégal de le supprimer. Dans mes recherches, madame, j'ai appris les 5 principales propositions, parce que j'ai fouillé votre site. Tout à fait. Les 5 principales propositions de la République des valeurs pour réenchanter le Sénégal. Bien sûr. Alors, Natalat sunu réew. Alors, on va aller proposition par proposition pour décortiquer ça. Tout à fait. Parce que ça fera l'occasion pour que nos chers auditeurs connaissent beaucoup plus mieux ce parti-là, la République des valeurs, créée par Thierno Alassane Sall. Alors, la première proposition, madame, faire du Sénégal la vitrine de la démocratie de l'Afrique de l'Ouest.
Vraiment, vous en dites quoi? Vraiment, cette partie-là, ça m'a beaucoup plu. Vu que si vous voyez dans l'Afrique de l'Ouest, beaucoup de nos pays sont, il y a des guerres dans la majeure partie des pays. Et puis le Sénégal, si on se souvient, depuis Senghor jusqu'à présent, on a eu une démocratie que tout le monde rêvait d'avoir. Donc on n'a jamais eu de coup d'État. Voilà, Abdoulaye Wade avait dit que je ne marcherai pas sur des cadavres pour arriver au palais, même si dans cette révolution d'Ousmane Sonko, il y a eu 85 morts. Nous, en ce qui nous concerne, nous aimerions que l'Afrique, que le Sénégal tout le temps donne la leçon à tout ce qui est l'Afrique, que ce soit l'Afrique noire, que ce soit l'Afrique blanche. On aimerait que ce Sénégal, par des actes forts qu'on va poser, par des institutions fortes qu'on va poser, quand on sera au palais, je veux dire, par les institutions fortes, parce que nous, au Sénégal, on n'a jamais voulu des hommes forts, des ministres super forts. Tout ce qu'on a toujours voulu, c'est des institutions fortes. Ça veut dire les hommes passent et les institutions restent. Demeurent, donc, tout à fait. Demeurent, tout à fait. Donc, c'est ce que cette partie-là voulait dire, la séparation des pouvoirs qui était dit, mais qui est parti en rêve. Voilà, l'exécutif à côté, le législatif à côté et le judiciaire, d'où les assises de la justice. Nous avions dit que le président devrait sortir des assises, parce que là, nous tous, nous étions à l'opposition avec ceux qui sont là en train de diriger le Sénégal. Nous tous, nous étions à l'opposition. Donc tout ça, on était d'accord là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui leur pousse à ne pas faire ça? Je ne pense pas. Je pense que c'est le manque de volonté politique. Parce que tout ça, les plus beaux discours, qu'est-ce qui est plus beau que les assises nationales? Tout ça est mis dans des tiroirs. Qu'est-ce qui manque? C'est une volonté politique. Une personne comme à l'image du président Thierno Alassane Sall, qui est là pour dire la vérité aux Sénégalais, qui est là pour manager le Sénégal, mais pas pour dire aux Sénégalais ce qu'ils veulent entendre, pour avoir un électorat. Si vous voyez que beaucoup de personnes nous disent l'opposant dans l'opposition, on a 0,0000000%, ça veut dire que nous sommes droits dans nos bottes. Et puis quand on nous taxe l'opposant dans l'opposition, ça montre que toujours nous, quand on se regarde sur le miroir, on voit le reflet de nous-mêmes. Voilà, vu qu'il n'y a pas de machine qui lave un opposant et qui entache le gouvernement. Voilà, ça veut dire quand tu es au gouvernement, tu achètes une maison de 100 millions. On est dans l'opposition, on dit non, tu ne dois pas acheter une maison de 100 millions. Tu es dans l'opposition ou bien tu arrives au pouvoir, tu fais la même chose, vous voyez. Donc il n'y a pas de dessus-dessous. Qu'est-ce qui manque? C'est la volonté politique de vouloir faire. Et puis, ne pas oublier que le Sénégal, notre devise, c'est un peuple, un but, une foi. Nous sommes un seul peuple, seul, unique et indivisible, debout comme un seul homme, maintenant pour battre ce cher pays-là. Maintenant, l'Afrique, nous aimerions que le Sénégal tout le temps donne la leçon à notre chère Afrique, qu'on voit avec les guerres là, qu'on voit avec les coups d'État. Vraiment, on aimerait que ça cesse. La montée du terrorisme. La montée du terrorisme, parce que aussi l'Afrique n'est pas un centre commercial où on vient vendre des pistolets, des matériels voilà. Donc c'est sur cette lancée-là. Là, vous abordez même les questions sécuritaires. Les questions sécuritaires, vraiment. Vous voyez que avec notre frontière avec le Mali, l'autre fois, on a entendu la presse dire qu'il y a des attaques là-bas. Donc on commence à avoir peur à l'intérieur du pays. Bien vrai qu'il y avait le général Kandé qui était là, qui avait su même enlever les démêlés qui étaient en Casamance. Maintenant, quand on voit ça, maintenant on a un tout petit peu peur. Vous voyez même le président Thierno a fait un tweet sur ça pour dire au gouvernement de voir ce qui se passe là-bas et puis de s'assurer de notre sécurité au moment où on a plus de 300 agents qu'ils ont limogés. Donc aussi, voilà, on aimerait bien dormir sur notre oreiller, bien tranquille. Qu'est-ce qui nous permet ça? C'est avoir une justice, avoir des forces de l'ordre bien ordonnées, bien formées et beaucoup et nombreux aussi et prêts à défendre la patrie. Voilà. Tout à fait, c'est intéressant. Alors, attaquons directement la deuxième proposition. Vous dites faire du Sénégal l'usine de l'Afrique de l'Ouest. Vraiment, on aimerait que le Sénégal nourrit l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire tout ce que l'Afrique de l'Ouest doit utiliser, que ce soit en pot de conserve, que ce soit en huile, que ce soit tous les denrées que l'Afrique de l'Ouest a besoin, le Sénégal peut le nourrir parce que nous avons
une superficie de 196 722 km² et nous avons le soleil 365 jours sur 365 jours. On a une fleuve large de 1750 km². Donc, qu'est-ce qui nous empêche de développer du nord au sud, la Casamance du nord également, au sud, la Casamance, vraiment, le potentiel qu'on a, qu'est-ce qui nous manque à l'intérieur du Sénégal. Vraiment, on a la jeunesse sénégalaise. On dit que plus de 90% c'est des jeunes. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche maintenant d'avoir l'autosuffisance en riz? Qu'est-ce qui nous empêche de fabriquer des usines, de faire la production? Parce que tout ce qu'on peut dire, même si l'agriculture est bonne et qu'il y a des centaines de milliers de tonnes et qu'il n'y a pas de production et il n'y a pas d'usine de transformation, à chaque fois on va vendre ailleurs, ils font la transformation, ils nous ramènent ça et on sera toujours des jaceteurs. Et nous revendons ça beaucoup plus cher d'ailleurs. Beaucoup plus cher d'ailleurs. Tout à fait. Beaucoup plus cher d'ailleurs. Donc le Sénégal peut être l'usine de l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal peut être même l'hôpital de l'Afrique de l'Ouest. Parce que quand on voit, c'est l'autre point je pense qui va suivre, quand on voit l'Afrique de l'Ouest, même l'Afrique blanche, ils viennent ici dans notre université qui est là, UCAD, qui les enseigne. Maintenant, qu'est-ce qui différencie eux de nous? C'est l'offre, le matériel hospitalier qu'ils ont, la qualité qu'ils ont. Mais tu ne peux pas venir au Sénégal, on t'apprend comment soigner. Et puis nous, les Sénégalais, après on va au Nigeria, on va au Maroc, on va même en Europe. Hein? Oui, en Europe. Vous voulez parler de la fuite des cerveaux? De la fuite des cerveaux. Tout à fait. Et ils ont été bien formés ici. Ils peuvent rester au pays et servir leur pays. Ok, ça c'est intéressant. Et le côté numérique, sur ce point-là, sur la deuxième proposition, vous avez parlé également de la souveraineté économique, emploi, comme vous venez de le dire. Mais sur ce point-là également, il y a le numérique qui est là, qui s'impose maintenant. Tout à fait, tout à fait. Le président Thioro avait dit, sur le numérique, on pouvait même travailler sur l'agriculture. Ça veut dire, quand le cultivateur est là, il a fait une production, exemple, de 20 tonnes, de 100 tonnes, de 1 million de tonnes d'arachide. Avant que ça pourrisse, ou bien de pommes de terre, avant que ça pourrisse, on peut faire un link. Ça veut dire, quand tu produis tout de suite, avant même que la production ne finisse, tu sais que ta production ira à Thiès, ou bien ta production ira au Ziguinchor, ou bien ta production ira dans les 14 régions du Sénégal. Du coup, l'informatique, la technique peut beaucoup faire, peut nous aider à mailler ça. Du coup, le demandeur sera en contact toujours avec le producteur. Ça veut dire le demandeur, c'est lui l'acheteur. Maintenant, peut être en corrélation, en contact avec le producteur. Du coup, quand tu as fini déjà de faire, quand tu as fini l'agriculture que tu as fait, que ce soit le maraîchage, etc., tout de suite, tu sais que tes produits ne vont pas pourrir sur tes bras. Tout de suite, il y a un système de transport qui est là, qui est fait. Ça veut dire quand tu as fini, tout de suite, il y a une personne qui vient avec le tableau de bord, avec sa camion. Il sait que tel jour je dois aller prendre l'agriculture de telle ou telle personne, que ce soit maraîchage, le mil, le maïs, etc. Je dois le mener telle part. C'est ça qu'on appelle le link que l'État devrait faire, et puis surtout protéger et puis mettre en avant notre production agricole. Okay. Vous avez une ressemblance sur ce point-là avec le nouveau régime dirigé par le tandem Diomaye et Sonko. Ils parlent de 8 pôles de développement. Ils nous avaient flagué, parce que quand on avait sorti d'autres trucs là, d'autres programmes, et puis le contrat de législature aussi, c'est nous seuls qui l'avions. Parce que le Sénégal. Ce programme ressemble à votre deuxième proposition qui parle de souveraineté économique. Tout à fait. Éparpillé à l'intérieur du Sénégal. Ils parlent de pôles de développement. Tout à fait. Donc nous pensions même qu'ils nous avaient flagué, parce que nous étions les premiers à sortir notre programme, parce que quoi qu'on puisse dire, gouverner, c'est prévoir. On avait bien prévu, que ce soit en élection présidentielle, que ce soit à l'élection législative, nous avions notre contrat de législature, différemment de eux. Parce que, quoi qu'on puisse dire, gouverner, c'est prévoir. Et que quand ils ne parviennent pas à prévoir, et que même nous avions même dit mieux, ça veut dire qu'on nous mette devant, qu'ils prennent le président Tcherno, tout ce qu'ils voulaient diriger le pays, qu'ils leur mettent devant et que les journalistes soient là et ils leur posent les mêmes questions et chacun donne son programme. Mais on ne peut pas venir du jour au lendemain avec des dires, avec des promesses et tout de suite
engager toute une nation vers un homme. Et maintenant, si cet homme-là n'a pas de programme, n'a pas de vision, n'a pas d'ambition, ni le savoir de pouvoir mener ce programme, il y a problème. C'est ce qui leur arrive. Tu peux flaguer un programme, mais pourtant, dans la faisabilité, ça va poser problème. Pour pouvoir véhiculer ça pose problème. Ça pose problème. Du coup, nous avions vraiment, comme la République des valeurs, c'est un parti politique bien organisé, qui est dirigé par des hommes de tête et de cœur, vraiment. Pourquoi je dis et de cœur? Parce qu'un gouvernant aussi doit avoir vraiment la poitrine large. T'aider souvent, comme on dit, vraiment, et puis avoir pitié de sa population, les aider de tant mieux qu'ils peuvent, mais dans la droiture et dans les bonnes choses. Du coup, notre contrat aussi de législature est aussi riche que le programme présidentiel que nous avions. Okay. Mais madame, avant d'arriver au pouvoir, ce régime avait proposé un projet aux Sénégalais et les Sénégalais ont accepté ce projet jusqu'à leur pousser à être au pouvoir et diriger les rênes du Sénégal. Donc, vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il disait, c'est-à-dire que vous croyez que c'était des annonces, mais arrivé au pouvoir, la réalité est tout autre. Bien sûr. C'est ce que vous voulez dire. C'est ce qu'ils avaient dit. Je reviens simplement sur leurs propos, c'est ce qu'ils avaient dit. Je vous dis, je vous assure que quand ils sont arrivés au pouvoir, tout ce qu'ils avaient dit, maintenant on n'a encore rien vu. Ils ont fait 1 an et 5 mois. Et eux, ils avaient dit qu'ils ne croyaient pas à l'état de grâce. Est-ce qu'un an suffit pour pouvoir faire un bilan global sur ce nouveau régime-là? Mais on peut faire un bilan partiel. Et eux, ils avaient dit qu'ils ne croyaient pas à l'état de grâce. C'est ce qu'ils avaient dit. Ça veut dire qu'ils avaient dit à 2024, ils allaient changer le Sénégal. Mais en disant ça, est-ce qu'ils croyaient, en disant ça, est-ce que vraiment ils croyaient hériter d'un pouvoir ou bien d'un régime qui n'est pas tellement endetté, parce que si on voit, si on se réfère à ce qu'ils disent, alors ils ont hérité d'un État très 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 endetté. Mais eux, c'est ce qu'ils ont dit. Moi, j'ai vu mieux. Abdoulaye Wade, en quittant le Sénégal, il a dit: je quitte le Sénégal et le président Macky Sall ne pourra même pas payer les salaires. N'est-ce pas? C'est ce qu'ils avaient dit. C'est ce que Abdoulaye Wade avait dit textuellement. Je n'ai fait que répéter. Oui. N'est-ce pas? Tout à fait. Pourtant, Macky Sall, à 3 mois, il a diminué les denrées de première nécessité. Et Macky Sall, en quittant, ne nous a pas certifié que Sonko ou bien Diomaye, comme que Diomaye et Sonko, qu'ils ne pourraient pas payer. Et qui dit république dit dette. Dans quelle république il n'y a pas de dette ici, dans le monde? Mais là, c'est catastrophique, hein? Mais eux, ils ont contribué à l'augmentation de cette dette-là de 1200 milliards à 1 an. Des lois, des LFI que les LFR doublent ou bien triplent. À chaque fois que la loi finance initiale est d'exemple de 2 millions ou bien de 2 milliards, la loi finance rectificative est de 4 ou bien de 5. Ça veut dire qu'ils doublent chaque fois les lois initiaux. Est-ce que vous comprenez? Tout à fait. Donc, qui dit État dit dette. Maintenant, si nous sommes à 1200, à 120% de notre PIB, il y a problème. Le produit intérieur brut, il y a problème. Ça veut dire, quand le budget du Sénégal est à 1200 milliards à 1 an, 5 mois, ça pose problème. Et on ne peut pas dire que sur l'investissement, ils ont fait que 2,6 milliards sur l'investissement. L'investissement, c'est ce qui te permet d'aller et venir. Quand tu es malade, tu pourras avoir un bon plateau pour te suivre. Ton éducation, les denrées de première nécessité. Moi, je vois pour tout le Sénégalais, 18 millions de Sénégalais, 2,6 milliards. Maintenant, quand on dit l'administration bouffe tout, il y a problème. Quand on parle de budget de confort, il y a problème. Moi, je ne nie pas que Macky Sall a laissé des dettes. Parce qu'on sait que tout pays, tout État fonctionne comme ça. Mais quand tu as 1200 milliards de dettes et que tu ne parviens même pas à nous dire que j'ai acheté une bouteille d'eau sur l'argent que j'ai pris. On ne peut pas faire des dettes,
s'endetter pour payer des salaires. On s'endette peut-être pour créer des choses qui seront rentables pour rehausser l'économie. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils avaient dit que le président de l'Assemblée nationale avait dit à Moustapha Niasse de diviser le budget de l'Assemblée et de le mettre dans la relance économique. La charité bien organisée commence par ça même. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'empêche de le faire. Donc, quand vous me parlez de projet, moi, je n'ai pas encore vu de projet. Quand ils sont venus, ils avaient parlé de projet, protéger le projet. Quand ils sont arrivés au pouvoir, qu'est-ce qu'on a vu? Il n'y a plus de projet. Ils ont pris un cabinet pour qu'ils écrivent leur projet. Après, ils viennent nous dire Sénégal 2050. 2050, qu'est-ce qui nous a dit que 2026, nous serons là? Mais en ce moment, est-ce que nos urgences peuvent attendre jusqu'à 2050? Ce sont des projections et travailler maintenant sur ces projections-là, madame. C'est ça que j'ai dit, parce que j'ai dit gouverner, c'est prévoir. Oui, c'est pourquoi ils disent que nous projetons vers 2050. Donc il faut faire des projections pour pouvoir atteindre son objectif, ou bien ses objectifs d'ici 2050. En tout cas, d'ici 2029, vu la façon dont il emprunte 1200 milliards à une année, quand d'ici 2026, on sera, je ne vais pas dire surendetté, mais super extra endetté. On verra. Alors, on attaque l'autre point de votre programme, de vos propositions, faire du Sénégal l'université de l'Afrique de l'Ouest. Tout à fait. Parce que le Sénégal, comme je l'ai dit plus tôt, toute l'Afrique de l'Ouest, si vous allez à l'université Anta Diop, il y a des Marocains, il y a des Maliens, il y a tout l'Afrique là-bas en train de faire des cours. Donc Sénégal peut être l'université de l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire les plus grands universitaires, les plus grands professeurs sont ici au Sénégal. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche de dire qu'on va créer dans 10 ans des génies, on va faire dans 10 ans, on va créer des Cheikh Ahmad Bamba dans 10 ans, parce que c'est une génération. À chaque fois que je dis 10 ans c'est une génération. On va créer des Maulana Cheikh Ibrahim. Ça veut dire le prototype de Sénégalais, l'homme sénégalais, c'est ce que nous voulons créer. Pourquoi on ne va pas regarder notre université d'éducation, ça veut dire à bas âge. Parce que quand on voit le monde est en compétition, maintenant nous devrions être à même pied d'égalité, d'honneur, dignité, égale dignité à participer à cette compétition. Est-ce que vous allez réformer l'éducation? Parce Bien que sûr. Le système est caduque et obsolète, vous voulez dire. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Plutôt, à partir de l'élémentaire, on peut changer beaucoup de choses. On va dire qu'on va créer des Cheikh Ahmad Bamba ou bien des Maulana Cheikh Ibrahim ou bien comme la Chine l'a fait avec la révolution Mao. Et je rappelle que la Chine, les dires que tu fais pendant les élections, quand vous me donnez l'électorat, je vais faire ceci, je vais faire cela. Arrivé au pouvoir, quand tu ne le fais pas, tu es poursuivi juridiquement. Donc pourquoi pas dire que les dires politiques n'engagent que ceux qui y croient? Moi, je ne crois pas à ça. Maintenant, pourquoi avec l'éducation, on ne pourrait pas changer? À partir de CM2, normalement, nos élèves devraient pouvoir faire des drones, devraient pouvoir faire des petits avions, devraient pouvoir faire vraiment quelque chose de ce qu'ils ont appris. Quand on voit enseigner les élèves, à partir de la maternelle, ils commencent à avoir des techniques agricoles. Comment faire pour faire la maraîchage, comment faire pour faire l'agriculture, la culture arachidière, comment faire pour faire la culture des mines, etc. En maternelle, on vous apprend à coudre. En maternelle, on vous apprend à créer. Mais pourquoi nous voulons être d'éternels acheteurs, d'éternels suiveurs? Il est temps que le Sénégal soit l'université de l'Afrique de l'Ouest. Mais ça, on peut le faire par génération, 10 ans. Ça veut dire de la CI à la CM2, tout de suite, les élèves devraient pouvoir faire des savons détergents, devraient pouvoir faire beaucoup de choses, ne pas apprendre qu'une seule langue, être là pour apprendre ça, moi, mousse, ça. Une langue ne te permet ne te sert qu'à t'exprimer. Donc pourquoi pas ne donnons pas les savoirs à nos enfants, à ces pays-là. Si vous voyez la guerre d'Ukraine, si vous voyez la guerre d'Iran et d'Israël, vous voyez, c'est des filles, c'est des femmes, jeunes filles qui font les bombes, qui font tout. Ils sont à l'aise sur le numérique. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Et nous avons nous sommes très en retard sur ce domaine-là. Et que le monde est en compétition. Est en compétition. Et la culture et le sport, madame. Bien sûr, la culture et le sport aussi. Parce qu'on ne peut pas
Un peuple sans culture, peut-être c'est un peuple peut-être qui n'existe pas. La culture, elle est très importante, mais ça ne doit pas faire l'objet de toute une nation. Parce qu'au Sénégal, à chaque 3 mois, tu vois une danse qui est là. Et je ne dis pas que c'est pas bon, mais nous devrions maintenant booster nos fils à travailler sur des machines, sur des engins et de créer et d'éviter d'être d'éternels acheteurs et d'éternels suiveurs. Quand ils font leur production, ils l'amènent à l'Afrique tout de suite. L'Afrique est tout le temps acheteur. Pourquoi pas on n'essaierait pas de changer cette donne qui est là? Pourquoi on ne l'essaierait pas? Ok. Voilà. On attaque la 4e proposition. Il dit faire du Sénégal l'hôpital de... Ok. Pour la 4e proposition, il dit faire du Sénégal l'hôpital de l'Afrique de l'Ouest. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? L'hôpital de l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire toute l'Afrique de l'Ouest. Normalement, tous les malades qui se trouvent à l'Afrique de l'Ouest devraient venir au Sénégal se soigner. Mais là, vu que nous avons les meilleurs, il faut des infrastructures. Il faut des infrastructures de qualité. Il faut un plateau, une bonne plateau médical qui est différent de nos plateaux là. Nos hôpitaux sont en ce moment des mouroirs. Donc il faut, oui, nos hôpitaux. En tout cas, la santé au Sénégal pose beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes au niveau local. Donc vous allez travailler sur ça? Sur ça, bien sûr. Ok. Pour même attirer non seulement la sous-région à venir se soigner au Sénégal. À venir se soigner au Sénégal. Ok, ça c'est important. Tout à fait. Et la protection sociale. Mais est-ce que vous croyez que tous les régimes qui se sont succédés au Sénégal n'ont pas pu travailler dans ces secteurs-là que vous venez d'énumérer tout à l'heure? Si, le président sortant avait fait beaucoup d'hôpitaux, il y avait la couverture maladie universelle, il y avait la gratuité en césarienne. Maintenant, quand ils sont venus, ce gouvernement, normalement, un gouvernement, c'est la continuité. Tu ne peux pas venir et puis enlever tout ça et puis ne pas proposer bien. Ça veut dire qu'ils devaient rester toutes ces acquisitions d'abord, puis augmenter, aller vers l'offre d'un plateau meilleur de la santé, aller vers, comme le font les Américains, quand tu travailles le dimanche, nous te payons plus. Quand tu fais des exploits, quand tu sors des vaccins, quand tu vas à la recherche, tu es mieux payé, comme le font les Américains, ça va booster les gens. Quand tu vas ils reçoivent des primes de création. Des primes de création. Tout à fait. Et puis des primes aussi quand tu acceptes d'aller au fin fond du Sénégal, parce qu'au fin fond du Sénégal, souvent on nous dit, pour tout un hôpital, il y a un seul ICP. Pour tout un dispensaire, il y a un seul ICP. S'il avait fait ces gens qui devraient se déplacer là-bas avec des primes beaucoup plus énormes, il y aurait un équilibre parfait. Voilà, pour que tous les Sénégalais se sentent Sénégalais là, qu'ils soient à Dakar, qu'ils soient au Fengolemi. Ok. Voilà, on attaque tout juste la dernière et la 5e et dernière proposition. Faire du Sénégal le grenier de l'Afrique. D'ailleurs, vous en avez brossé un peu. Alors, sur l'agriculture et les ressources naturelles, comment comptez-vous faire du Sénégal le grenier de l'Afrique? Un grenier, ça veut dire quand tu as faim, tu vas là-bas pour trouver. Il y avait le mil. Autrefois, notre grenier, c'était ça. Dans chaque famille, au village, il y avait un grenier où on gardait le mil qui devrait faire vivre toute la famille jusqu'à l'autre prochain hivernage. Donc, on s'est inspiré de ça. Ça veut dire le grenier de l'Afrique de l'Ouest, Sénégal peut nourrir toute l'Afrique de l'Ouest. Je l'ai dit plus tôt, nous avons un soleil qui est là, 365 jours sur 365 jours. On a un fleuve long de 1750 km. On a des jeunes, la population et les jeunes. Qu'est-ce qui les empêche de faire l'agriculture, l'autosuffisance en rue? Maintenant, c'est devenu un chanson que tout le monde dit, mais la faisabilité pose problème. Donc, qu'est-ce qui nous manque? C'est des personnes comme le président Thierno Alassane Sall, la volonté politique de vouloir faire du bien pour son pays. Voilà. Ok. Donc, vous avez des ambitions nobles pour le Sénégal. Vraiment, des ambitions nobles. Même nous sommes incompris et que maintenant les Sénégalais commencent à nous découvrir. Il faut défendre vos idées simplement. Tout à fait. Les gens maintenant sont tellement informés. Alors, changeons un peu de sujet maintenant. Alors, depuis plusieurs mois, votre leader, Thierno Alassane Sall, interpelle l'exécutif sur des sujets majeurs. La dette publique qu'il considère comme une bombe à retardement. Alors, quelle analyse faites-vous sur cette situation?
Bien sûr, j'en ai parlé plus tôt. La dette qui est pour une année, le régime passé avait fait pour 12 ans 10 milliards 100 de dettes. Eux, pour une année, ils ont fait 10 milliards 200 de dettes. Donc, voir la manière dont les dettes explosent, c'est aberrant. Et puis, ça fait penser les Sénégalais. Où est parti tout cet argent-là? Où est-ce qu'ils l'ont mis? Et quand on voit le côté financement, ils ont mis 2,6 milliards pour tout le Sénégal, les 18 millions de Sénégalais. Maintenant, on avait fait un grand gâteau, ça veut dire les 1200 milliards, on l'a exprimé comme un grand gâteau. Maintenant, les 2,6, on l'a pris une petite part pour tous les 18 millions de Sénégalais. Maintenant, quand on dit l'administration bouffe tout, quand on dit budget de confort, et là, il parle de serrer la ceinture. Oui, serrons la ceinture, oui, serrons-la, on est d'accord, mais ça doit commencer par le vent. Comme on dit, ça doit commencer devant, à commencer par vos caisses noires là, que vous devriez supprimer et le remettre dans l'économie pour qu'il prenne un nouveau souffle. On attend de serrer la ceinture. C'est le président de la République avec sa caisse noire, le premier ministre avec sa caisse noire, le président de l'Assemblée nationale avec sa caisse noire, qui avait dit plus tôt, je l'ai dit, à Moustapha Niasse de diviser le budget de l'Assemblée nationale pour le faire comme relance économique. Donc, quand on voit la manière dont la dette là a explosé cette année spécifiquement, donc ça fait peur. Maintenant, comme le président Thierno a tweeté, et ça devrait être, il devrait bien le voir de l'autre, de bon œil, je veux dire. Quoi, je veux dire, vu qu'il leur aide même à parfaire le travail. Parce que le critique, quand il est positif, il t'aide à bien faire le travail que tu dois faire pour les Sénégalais. Parce que aussi nous prions pour que ça aille de l'avant, ce qu'ils font. Parce que quand ça aille de l'avant, c'est sûr que le bateau va arriver au bon port. C'est pour le bénéfice de tout le monde. C'est pour le bénéfice de tout le monde et que le bateau qui est sous le gal va arriver au bon port. Nous leur souhaitons ça. Du coup, tout ce que le président Thierno Alassane Sall leur dit, c'est des questions légitimes. Tout ce qu'il leur demande, c'est des questions légitimes en tant que Sénégalais. Et quand on voit qu'il dit que l'État est en ruine, quand il dit que la dette elle explose, quand il dit qu'il n'y a pas d'argent et qu'on voit le président de l'Assemblée nationale dire qu'il achète des 4x4 à coût de 50 millions, c'est affairant, c'est effarant. Okay. Et il dit, je l'assume. Et en état de l'autre côté, ils avaient dit qu'ils n'allaient pas le faire. Il avait dit que l'on dafa wara jeex ci réew mi. Tout à fait. Ils ont un budget de 900 000. Ils ont un prime de transport de 900 000. S'ils arrivent à l'Assemblée nationale à pied ou bien à vélo, ça leur plaît. C'est ce qu'ils avaient dit quand ils étaient de l'autre côté. Maintenant, pourquoi vouloir acheter? Et puis la voiture, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Pourquoi pas acheter des voitures à 20 millions, à 25 millions? Mais est-ce que les députés également ne doivent pas être dans d'excellentes conditions? Parce qu'un député, c'est quelqu'un qui sillonne tout le pays, les endroits les plus reculés, il faut les mettre dans d'excellentes conditions de pouvoir faire correctement leur travail, madame. En tout cas, je ne dis pas que le député ne doit pas être dans d'excellentes conditions, vu qu'il a son salaire, il a un prime de transport de 900 millions. De 900 000, je veux dire. De 900 000, je veux dire. Maintenant, qu'est-ce qui les empêche d'être dans de bonnes conditions quand on dit que l'État est en ruine, quand on dit que nous sommes au deuxième ou bien au premier sous-sol? Maintenant, je ne dis pas qu'il ne doit pas être dans... Mais le contexte actuel où nous vivons, vraiment, ce n'est pas une priorité. Ça pouvait attendre. Ce n'est pas une priorité en ce moment d'acheter des voitures luxueuses. Par rapport à l'autre régime, sous Macky Sall, alors, ils avaient acheté des véhicules pour les députés à 70 millions. Ils ont fait une réduction de 20 millions, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la même chose parce que nous, Macky, on l'a combattu et il est parti. Et eux, ils appellent au souverainisme. Ils appellent à la rupture. Donc, ce n'est pas la même chose. Nous attendions mieux d'eux. Mieux, moi, j'attendais à ce qu'ils viennent et qu'il y ait la rupture, qu'il y ait appel à candidature comme ils l'avaient promis à tous les postes. Comme ils ont promis, pas j'assume.
Parce que j'assume, quand tu assumes avec ton propre argent, mais pas l'argent du contribuable et l'argent du peuple sénégalais. Okay. Voilà. Alors, votre leader a exigé la publication détaillée et à jour des rapports d'exécution budgétaire de fin 2024 et début 2025. Il réclamait des données chiffrées précises sur l'évaluation de la dette publique. Pour lui, cette dette pourrait bien être un piège pour les générations futures, n'est-ce pas? Alors, on attaque maintenant le second point. Vous l'avez même brossé tout à l'heure. Prix du carburant, une équation obscure au détriment des citoyens. Le député Thierno Alassane Sall s'est également attaqué à la formule de fixation des prix des hydrocarbures, dénonçant son manque de transparence. Vous en dites quoi? Tout à fait. Il y a un manque de transparence notoire. Hein? Quand on nous vend 990 francs le litre à la pompe. Donc il y a problème. Que le Sénégal maintenant c'est un pays pétrolier qui est différent des autres pays de la sous-région. Quand on va à la sous-région, on voit que leur prix du carburant est beaucoup plus léger que celui du Sénégal. Même si le prix d'un baril de pétrole diminue, les chiffres là, ces prix là, ils restent constants. Il n'y a pas eu de diminution, ce qui est contradictoire. Voilà. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Ok. Par là, Thierno Alassane Sall pointe... Et les réponses ne sont pas encore venues. Thierno avait écrit une question écrite, mais ces réponses-là, ils n'ont pas encore donné. On attend ces réponses-là. Ok. Alors, par là, Thierno Alassane Sall pointe l'injustice flagrante d'autres pays de la sous-région, comme vous venez de le dire. Alors, nos producteurs affichent des tarifs plus abordables. Ils exigent maintenant des clarifications sur les marges, taxes, mécanismes de subvention et écart avec les prix internationaux. Vraiment, c'est ce que j'ai dit plus tôt. Hein? On attend ça, ces réponses-là, on les attend. Comme il avait aussi demandé de donner les rapports, mais on a eu que ils ont envoyé que quelques rapports, les autres rapports, ils ne l'ont pas envoyé. Et puis c'est dans la Constitution, les rapports-là doivent sortir, ils doivent être mis dans le journal Le Soleil. Ça doit être mis aux besoins de la population. Tout le monde a le droit de voir ces rapports-là. C'est pas quelque chose qu'on doit casser et puis c'est pas quelque chose qu'on doit sortir même la nuit. Donc quand on a vu aussi ces rapports-là, nos doutes se sont un peu confirmés, vu la dette et puis vu les montants, les lois LFR et les filles là, quand on l'a vu, vraiment, maintenant on peut dormir avec un seul œil et que le Sénégal reste toujours difficile. Le gorgorlo a à peine à joindre les deux bouts. Donc voilà. Okay. Alors, l'affaire Azer, Madame Oumouba, à travers l'interpellation sur l'agence sénégalaise d'électrification rurale Azer, votre leader, toujours, Thierno Alassane Sall, soulève le voile sur un système de gestion opaque, clientéliste et inefficace. Malgré des financements considérables, des millions de villages demeurent sans électricité. Cette affaire illustre les dérives systémiques d'une république sans compte à rendre. Votre leader n'est pas du tout tendre avec le nouveau régime. Il n'est pas. Je vous ai dit que notre leader, à chaque fois qu'il voit des couacs, à chaque fois que la République est à terre, à chaque fois qu'il voit quelque chose qui n'est pas bon ou bien dans l'intérêt du Sénégal, vous verrez le président Thierno Alassane Sall. Donc il est dans son rôle en tant que député de poser ces questions légitimes-là et d'interroger cette République-là pour que la gestion opaque sur Azer soit clarifiée aux yeux des Sénégalais et aux yeux du monde entier. Vu que le premier problème, c'était entre la bataille des Cheikh Dieng et l'autre Cheikh. Donc il y avait un premier problème, Cheikh Tidiane Dièye, il y avait un premier problème où on dit que ils ont donné des pots de vin, une voiture avec le nom de Cheikh Dieng. Cheikh Dieng avait fait un point de presse, il a exprimé, il a montré des papiers. Maintenant ça revient encore. Mais l'affaire-là, on n'en parle plus. Pourquoi? Parce que depuis qu'on a convoqué Cheikh Dieng au niveau de la direction des investigations criminelles, on n'entend plus Cheikh revendiquer. Pourquoi maintenant l'opposition se campe sur ce dossier-là jusqu'à présent? Tout à fait. C'est lui le concerné qui devait normalement en discuter jusqu'à présent. Non, est-ce que ce n'est pas une affaire close déjà?
normalement, ça ne devrait pas être close parce que ce n'est pas encore terminé et puis ce n'est pas encore clair, c'est toujours opaque aux yeux des Sénégalais. Donc ici, quand on voit que ASER, c'est une agence de rectification rurale, le président Thierno était le ministre de l'énergie autrefois, c'est au temps de Macky qui avait initié ce genre de projet-là à électrifier le monde rural. Quand vous allez dans les villages, il en connaît beaucoup de choses. Il connaît beaucoup de choses. Donc quand il dit que ARCOP avait arrêté les travaux, et que donc il y a des problèmes. Quand le banque Santander qui est de l'Espagne vient aussi demander l'argent qu'il avait mis en voyant les travaux, l'argent est beaucoup plus énorme que les travaux qu'il voit. C'est des questions donc qui ont fait rebondir l'affaire de l'AGER là. Et quand on voit aussi que le président de l'ARCOP a été changé, le DG, et que sans appel d'offres, ça aussi, parce que aussi les esprits libres, ça va un peu secouer quoi. Donc et puis quand il enlève aussi ce dossier-là d'un juge et le transfère à un autre juge, ça c'est des quoi qui nous fait penser que ces rebondissements-là, d'où le président a même fait 2 points de presse, ou bien 2 points de presse sur ça pour expliciter aux Sénégalais, et que quand il dit que les droits de truc-là doivent être déposés avant l'argent sort, maintenant quand cet argent-là sort, et après il vient de payer le 11 juin passé, le président Thierno a dit est-ce qu'ils n'ont pas payé avec notre propre argent? Donc ça, c'est des questions légitimes. Et normalement, ça doit les jeter même à parfaire le travail qu'il faut. Il devait avoir des réponses. Vraiment. Mais madame, la réplique ne s'est fait pas attendre. Le directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, ASER, Jean-Michel Sène, accuse l'ancien ministre d'instrumentaliser le dossier à des fins politiques et a défendu fermement la régularité du projet AEE Power qui vise l'électrification rurale de 1740 localités rurales. Alors, Sène même affirme que les garanties mises en cause ont été délivrées avant son arrivée à la tête de l'ASER et l'invite à un débat public. Vous en dites quoi? En tout cas, moi, ce que je peux dire, ça veut dire comme le président Tass est mieux placé c'est lui-même l'initiateur de tout ça. Sur ce dossier-là, il est mieux à l'aise même que le gars de ASER. Maintenant, pour ce qui est de faire un débat public avec lui, nous attendons, comme nous wax bu la xalé togné dang koy jéggi duma bay bi, on attend le président le premier ministre Ousmane Sonko qui avait demandé devant l'hémicycle un débat public avec le président Tass. Le président Tass lui a répondu que ce soit nuit, jour, matin, où tu veux, il est prêt à ça. Donc s'ils veulent des questions directement, un débat, il n'a qu'à envoyer son boss et le président Tass est là pour l'attendre, comme il l'avait explicité, comme il l'avait demandé. Sonko était demandeur de ce débat-là. Mais là, il a interpellé directement le président de l'ASER. Donc, est-ce qu'il ne devait pas également répondre à... Ou bien... Lui, il a répondu à tout ça. Je vous ai dit plutôt qu'il a fait 2 conférences de presse où il a explicité tout ce qui se trouve, tout ce qui entoure tout ce projet-là, que ce soit AGER avec ARCOP, avec Santander, tout ça, le président Thierno a tellement bien explicité qu'il n'y a rien plus à dire sur ça au niveau du président Tass. Peut-être lui qui est le responsable là-bas, c'est à lui qui a des comptes à rendre, mais pas le président Tass. Voilà. Alors, je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons Oumouba, qui est la coordonnatrice de la République des valeurs, le parti créé par Thierno Alassane Sall. Alors, coordonnatrice de la République des valeurs à Guédiawaye. Alors, madame, maintenant, parlons de l'actualité poignante de cette semaine, l'arrestation du chroniqueur Badara Gadiaga qui continue de susciter une vague d'indignation dans plusieurs sphères de la société sénégalaise à la suite de son placement en garde à vue avant-hier. Les réactions se multiplient, notamment du côté de la classe politique, de la société civile et de nombreux citoyens engagés pour la défense des droits de liberté
quelle est la position de votre parti sur cette affaire-là? Donc sur cette affaire-là, je salue la position du président Thierno Alassane Sall, voilà, qui est parti le jour même où on a appelé Badara Gadiaga pour le soutenir, vu qu'il pense que il faut éviter à chaque fois de bâillonner la presse, de bâillonner les Sénégalais, parce que le Sénégal nous appartient à tous et chacun a son mot à dire. Nous sommes dans un pays démocratique, pas dans un pays dictatorial. Donc le président s'est déplacé pour soutenir Badara Gadiaga. En même temps aussi, il s'était déplacé pour soutenir Bassir Fofana. Il y a aussi Diakhaté, Moustapha Diakhaté aussi. Il y a Abdou Nguer. Donc il y a aussi les médias confirment. Donc ça c'est souvent ce que font les populistes. Il y avait un président qui avait l'habitude de le faire, c'est Amin Dada, qui dit j'assure la liberté d'expression, mais j'assure pas la liberté après l'expression. Et tout le monde a suivi Giancarlo, hein. On a vu, c'est Amadou Ba qui a commencé à vouloir nous expliquer qu'est-ce que cela veut dire corruption à la jeunesse. Badara n'a fait que répliquer, hein, en lui disant ce que tu as dit est très grave. Il a aussi répliqué sur les questions de justice, les condamnations de la dite monsieur, voilà, sur l'affaire d'Adji Sarr et sur l'affaire Mame Mbaye Niang. Donc Sénégal, les Sénégalais ont l'habitude de dire ce qu'ils pensent. Lui aussi, il a dit ce qu'il pense jusqu'à arriver au pouvoir. Au temps de Macky, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il a même allé jusqu'à traiter de Macky Sall de l'autre là, du président qu'on avait tué et puis décapité. Voilà, donc la liberté. Le président libérien, Samuel Doe. Donc, qu'est-ce qu'il n'a pas dit ici au Sénégal? Donc voilà, nous pensions ces arrestations arbitraires là. Est-ce que Badara Gadiaga n'est pas allé beaucoup plus loin, parce que là il a parlé d'intimité à une institution. Le Premier ministre est une institution de la République. Est-ce qu'il faut également qu'on laisse les gens disent ce qu'ils pensent et qu'ils le disent n'importe comment, n'importe où? Est-ce que également ils ne doivent pas normalement, moralement revenir à la raison et dire ce qu'ils pensent, mais de manière très correcte, madame? Tout à fait, tout à fait. Nous sommes pour que tout le monde dise ce qu'il pense de manière très correcte, de manière civilisée, comme nous avons l'habitude de le faire avec le président Thierno Alassane Sall, avec sa manière de faire la République des valeurs. Des valeurs, tout à fait. Voilà. Mais quand on voit, c'est pas la première fois, quand on voit avec le jeune Abdou Nguer, quand on voit avec comment il s'appelle encore, quand Bachir on le voit Fofana. avec Bassir Fofana, Bachir avec Moustapha Diakhaté. Lui, il a fait des accusations, il n'a pas pu justifier ça. Donc également, quand vous dites quelque chose, si on vous demande, il faut pouvoir les justifier. Tout à fait, tout à fait. Ça c'est important. Ça c'est important, c'est diffamer une personne. En fait, quand tout à tu dis une chose sur une personne et que tu ne parviens pas à le prouver, ça c'est une diffamation. En tout cas, nous, pour ce qui est de la République des valeurs, on n'est pas là pour que les gens diffament les gens, mais nous sommes là pour la liberté d'expression. Que chacun a son mot à dire dans le Sénégal et dans les respects et la règle de l'art et les règles de l'art. Et le président était déplacé pour aller soutenir Badara Gadiaga parce que on a vu beaucoup d'arrestations arbitraires. Normalement, quand il devrait arrêter parce qu'ils étaient deux dans le plateau, hein, bien Lamdou Yango. Il y avait Badara, il y avait aussi Amadou. Même si Amadou a son immunité parlementaire, lui aussi il a dit des choses comme il voulait dans le plateau. Tout le monde l'a suivi. Il n'y a pas de combat Mdaye et de combat Mdaye, justice à deux vitesses. Ça, c'est ce qu'on déconseille. Nous pensons que ces mots de la justice-là, avec les assises nationales, ce serait vraiment derrière nous. Le président Macky Sall l'avait emporté. On a mis tellement d'énergie, tellement d'efforts, tellement d'énergie à combattre ça. Quand on revient pour revivre ces mêmes situations-là, vraiment, ça, c'est des situations chaotiques. Aucun pays, en ce moment, la toile devrait être occupée sur l'économie. Comment faire pour que la relance revienne? Comment faire sur nos urgences? Comment faire pour face à la flambée des prix, des prix des denrées de première nécessité? Comment faire face à la santé, si les hôpitaux souvent c'est des mouroirs? Donc comment il faut faire pour changer cette donne-là qui est là depuis les temps immémoriaux? C'est là où on les attend les Sénégalais sur nos priorités, parce que quoi qu'on puisse dire, le Sénégal va
est en train d'agoniser sur son économie. Donc on les attend là, mais pas de faire des lives tout le temps. Pas beaucoup de paroles. Là, ils sont en train de travailler. Le Premier ministre vient de la Chine. Oui, d'un voyage qu'il a effectué en Chine. Oui. Le président de la République, je ne sais pas s'il est là jusqu'à présent, mais il était aux États-Unis, donc ils sont en train de... Le Premier ministre est parti en Chine et il revient nous dire qu'il a signé avec Benz. Benz, ce sont les propriétés de cette marque allemande. Et puis ça, c'était depuis le temps de Macky Sall. Hein. Il y a les VAR qui sont là. On a vu que cette signature-là, c'est depuis le temps de Macky Sall. On a vu avec les VAR là. Donc quand le président aussi part aux États-Unis, qu'est-ce qu'on l'entend dire? Le président Trump de venir investir dans le tourisme, dans le Golfe. Sénégal, nous avons nos priorités sont ailleurs, nos priorités ne sont pas dans le Golfe. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est le conseil du président de la République. Je m'excuse, hein. Voilà, mais c'est ce que j'ai cru comprendre sur son oration devant le président, devant le président Trump. Pour pouvoir tirer complètement des conclusions. Bien sûr. En tout cas, il faut attendre d'ici peut-être quelques mois pour voir les retombées de ces deux visites-là. Tout en à Chine fait. Et aux États-Unis, n'est-ce pas? En Chine, déjà, on sait que il déjà dit qu'il a signé avec Benz. C'était Benz, c'est pas une marque chinoise, c'est une marque allemande et que ça, c'était depuis le temps de Macky. Là, voilà quoi. Parce que le voyage... Et puis l'État est en ruine, tu pars en jet privé, l'État est en ruine, tu amènes une délégation, tout ça revient sur nous, c'est nous qui payons tout ça, donc il y a problème. Moi je dirais, je n'ai pas donné de conclusion active, hein, mais j'ai fait une lecture que après l'oration du président de la République qui a parlé de golf, qui a dit que le président Trump c'est un bon joueur de golf, c'est pour cela qu'il est un bon leader. Il n'a qu'à venir investir ici dans le golf, il n'a qu'à venir investir dans le tourisme. Nous avons le pétrole, nous avons l'uranium, nous avons ceci, nous avons l'or, nous avons ça. Moi c'est ce que j'ai entendu, hein, parce que je l'ai écouté religieusement. Peut-être c'est pas des conclusions assises, mais c'est active, mais c'est la lecture des choses de son oration que j'ai fait. Voilà. Mais on souhaite qu'il revienne vraiment. Vous êtes devant l'homme le plus géant du monde, donc il faut le flatter un peu pour pouvoir acquérir quelque chose. Je pense que non, le géant appartient à Dieu. Il n'y a que Dieu qui est géant, Dieu qui est grand. Et puis moi, je ne dirais même pas que l'Amérique est grand, parce que avec la guerre là qu'il y a eu entre Israël et Iran, voilà, maintenant on commence à voir qui a reculé, qui a annulé, même s'il est parti bombarder quelques trucs de l'Iran, il passait vraiment leur tenir en tête, mais l'Iran a fini à gagner la guerre. Donc on n'a qu'à croire en nous et à notre potentiel, vu qu'ils appellent à la souverainisme. Donc voilà quoi. Maintenant ces temps-là sont révolus. En Afrique, il y a cette donne-là qui a changé. Voilà. Donc les Africains, ce n'est plus des têtes vides, ce n'est plus des esclaves. Le président a parlé de partenariat gagnant-gagnant. Bien sûr. Je pense bien. Bien sûr, partenariat gagnant-gagnant, c'est ça qui est important. Voilà. Et puis même mieux. Devant le président de la République des États-Unis, Donald Trump. Alors, madame, notre émission pratiquement tire à sa fin. Mm-hmm. Alors, le dernier point que je voudrais qu'on aborde. Alors, je suis victime d'attaques incessantes. Ceux qui m'attaquent ne sont jamais inquiétés. Mais s'il s'agit du président, des instructions sont données. Et ensuite, on dit que c'est moi qui suis derrière tout ça. Par là... c'est le live d'Ousmane Sonko d'hier. Voilà, merci. Tout à fait. Alors, il parle d'un manque de soutien à l'intérieur même de l'exécutif. Mais s'il s'agit du président, des instructions sont données. Alors, sérieux problème entre Diomaye et Sonko au sommet de l'État, si on entend ces dires-là. En tant que membre de l'opposition, quelle lecture faites-vous sur cette affaire-là? En tout cas, moi, hier, quand j'ai vu ça, vraiment, ça, c'est mon opinion personnelle. Hein, je n'engage pas la République des valeurs du président Tcherno. Quand j'ai vu ça, je dis il y a une crise même au niveau de l'exécutif lui-même. Ça veut dire éviter à ce que cela se divise en deux pôles au niveau de l'exécutif, ceux qui suivent Sonko et ceux qui suivent Diomaye. Parce qu'attention, le Sénégal, c'est un seul peuple uni
un seul but, une seule foi, un seul peuple uni et indivisible. Attention d'amener une crise politique au niveau de l'exécutif, au sommet de l'État, au cœur même de l'État. Donc c'est à éviter. Le linge sale se lave en famille, mais comme il l'a dit à l'intérieur de la chambre, personne n'a écouté. Il a convoqué le biopolitique, personne n'a écouté. Maintenant, il le met devant les Sénégalais, il nous laisse la patate chaude, mais on le renvoie à lui, vu qu'il avait dit que Diomaye est Sonko, même si il essaie de nous expliquer que Diomaye n'est plus Sonko, mais nous croyons à que ce Diomaye est Sonko et qu'ils n'ont qu'à raffermir leur rien et puis revenir à de meilleurs sentiments et revenir sur les urgences des Sénégalais, parce qu'on leur a tout donné. Quand Diomaye sort ou bien Sonko sort, nous tous nous sommes stagnants. On est obligé d'arrêter nos voitures parce que il y a un travail colossal qui est sur leur tête. Et on aimerait vraiment main dans la main et qu'ils laissent leur orgueil derrière et qu'ils mettent la population sénégalaise et qu'ils mettent le Sénégal devant tout leur fait, tout leur dire, l'intérêt du Sénégal. C'est là où on les attend. On les attend sur l'autosuffisance en riz, on les attend sur la santé, sur l'éducation. Donc le Sénégal, partout, ils ont quelque chose à faire. Donc comme l'on dit, xalangu daanu wala xalangu dajul fépp, on les attend à ça, mais pas à cette déchirure-là, pas à ces crises-là, au sein même, au cœur de l'exécutif. Nous les attendons pas à cela et nous rêvons mieux que cela. Voilà. Votre discours est bien entendu, c'est clair et très précis. Madame, votre dernier mot. Je suis très contente d'avoir partagé avec vous ces 1 heure de temps, voire plus. Vraiment, les questions ont été vraiment pertinentes et que je vous remercie de votre professionnalisme. Et puis j'adore l'Océan FM, Océan. On est en train de nager ou bien de se baigner à l'intérieur. Mais Inch'Allah, et puis je remercie votre directeur en chef, Abdoulaye Diop, vraiment, avec l'accueil chaleureux. Qui est très ouvert. Qui est très ouvert, vraiment. Et qui est journaliste également. Tout à fait. J'ai adoré l'accueil et vous aussi, vraiment, votre gentleman et votre professionnalisme aussi m'a beaucoup touché. Voilà le Sénégal qu'on veut, le Sénégal des hommes de valeur, des femmes de valeur, le Sénégal du Talata Inder, le Sénégal de la respect, de la parole donnée. Vraiment, Lat Dior pouvait ne pas aller à la bataille de Dekhalé, mais il est parti parce que Cheikh Ahmad Bamba l'avait dit, quand tu vas à la bataille de Dekhalé, tu vas mourir, Lat Dior. Mais Lat Dior a dit, j'ai déjà donné ma parole. Donc, la parole, elle est sacrée au Sénégal. Évitez de désacraliser toutes nos institutions, parce que toute la sous-région est là et ils sont en train de nous regarder. Et puis, il ne faut pas que l'aiguille, moi, pour savoir, mourir. Donc il faut l'éviter. Donc je salue tout le monde, je salue le président de la République des valeurs. Vive le Sénégal des valeurs, vive le Sénégal prospère, riche et prospère, avec beaucoup de discipline et beaucoup de respect et beaucoup d'éducation. Voilà. Merci. Ici, le vrai débat, c'est sur Océan FM. On ne polémique pas et que les gens disent de manière très correcte ce qu'ils pensent. Nous vous remercions très bien. Alors, je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevions Madame Oumou Ba, qui est la coordonnatrice de la République des valeurs Guédiawaye. Nous remercions également le directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop, et le technicien Souleymane Li, qui a arrangé cette émission, et tout le personnel de Océan FM. Nos remerciements également à nos chers auditeurs qui nous suivent de partout dans le monde, et particulièrement à Bambiste, qui est un auditeur très fidèle. Alors, à dimanche prochain pour un autre invité. Sans oublier de remercier Iba. Voilà. Iba